Donc, enregistrement numéro 6, protection spirituelle. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le logo des éditions Rouge et Vert. Parce que quand j'ai reçu ce logo, eh bien, j'ai trouvé bizarre. Je me suis dit, oh, c'est ça, il m'a fait ça, c'est pas génial, j'aurais préféré autre chose. Si un jour vous recevez votre blason, vous aurez la même chose. Vous direz, ah bon, oh, bof, ou bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, après, il y a comme une petite approche. On cherche ce qu'il y a derrière, on découvre des choses, et ça nous plaît de plus en plus. Alors, logo rouge et vert, c'est ça. Alors, je vous en ai mis un noir et blanc, et un rouge et vert. Puisque symboliquement, eh ben, le rouge c'est du blanc, et le vert c'est du noir. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça sans... Moi, la première des choses que je constate, c'est que la matière, comment dire, la matière première, comme on disait tout à l'heure, elle vient du bas et non pas du haut. Oui. Hein? Oui. Si on prend le vert pour le noir et le rouge pour le blanc. Oui. Donc, oui, tout dépend de la trame. Oui. Donc, on a l'impression que là, le logo il est inversé. Il est inversé comparativement à tout à l'heure. Parce que c'est voilà. Donc, c'est la première des choses, la flatch. Là, tu regardes pas, je dirais, avec la bonne grille d'interprétation. C'est pour ça. Parce que le problème, c'est que des fois, le blanc veut dire quelque chose, le noir autre chose. Et des fois, c'est inversé. On aura une symbolique plus matérielle quand même dans un logo que dans un blason. Donc si quand dans un blason, on a du noir sur le haut du blason et du blanc en bas, on va dire que le noir, c'est la lumière noire non manifestée, et le blanc, c'est la lumière blanche manifestée. Là, dans un logo, ça va plutôt être l'inverse. Le blanc, ça va être la lumière blanche visible, et le noir, la lumière de la matière. Je vois comme donc, ça. Voilà. Je le prends comme ça. Quand on regarde, on voit comme des colonnes grecques. Et puis comme c'est des éditions, à la limite on peut voir deux livres. Oui. Un livre en haut, un livre en bas, avec les pages ouvertes. Donc c'est sympathique. Alors si on essaye de rentrer un petit peu plus dans le détail, on voit que ce logo possède deux couleurs symboliques majeures, le rouge et le vert. Alors le rouge, c'est l'éther primordial, comme on l'a vu hier, hein. L'éther primordial représentatif des énergies purement spirituelles, tandis que le vert symbolise les forces telluriques, daimoniques de la matière, issues du centre de la Terre. Alors, rouge et vert, c'est également les couleurs du précieux sang du Christ recueilli dans le Saint Graal, Graal taillé dans une émeraude sainte tombée du front de Lucifer, nous dit la légende. Rouge et vert, c'est également Saint Michel et le dragon. Donc c'est les choses qui descendent et qui remontent. On retrouve la même chose dans les piliers d'ailleurs. Oui, parce que, curieusement, dans la colonne rouge, on a du vert, et dans la colonne verte, on a du rouge. C'est la phrase qui nous dit que tout est dans tout. C'est le principe du yin et du yang. Yin et yang, vous avez une zone noire avec un point blanc, une zone blanche avec un point noir. Donc on a toujours cette espèce de translation, de multiplication. Donc rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, rien n'est tout rouge, rien n'est tout vert, mais il y a toujours de l'un dans l'autre, et de l'autre dans l'un. Il y a 2 fois 18 rayons. Là. Oui, il y a 2 fois 18 rayons, et 18 plus 18, ça fait 36. Il y a aussi le solvay et le coagulat des alchimistes. Le maçon nous dirait on a l'équerre et le compas, peut-être. Il y a 2 colonnes. Ça nous rappelle la symbolique. Etc. Dans tous les temples, de toute façon, il y a toujours eu 2 colonnes avec un fronton placé dessus. Alors vous remarquerez aussi, si on regarde un petit peu les détails, qu'on a des marches carrées en bas et arrondies en haut. Tant il est vrai que l'arrondi représente plus Dieu et le carré plus la matière. Donc matière en bas, en haut. Oui. Je voulais savoir, est-ce que l'on peut interpréter selon les colonnes par rapport aux marches, il y en a 4 en bas, 3 en haut, Oui. ça fait 7. Est-ce qu'on peut dire 2 fois 7 l'homme réalisé?
Pourquoi pas? Bon, j'ai pas eu ce raisonnement-là. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on a 4 marches carrées en bas. Le 4, c'est la matière, et le 3, c'est l'esprit. Donc il y a le 3 qui domine sur le 4, la matière. C'est les différents plans aussi. Oui, bien sûr. Ce sont les différents plans. Le plan du haut, le plan du bas, et puis je dirais les intermédiaires, le plan des signatures ou le plan des nombres. Et c'est vrai qu'on en a 36 pages. Donc les 2 livres, on les a vus, hein, qui possèdent 36 pages. Alors le livre vert, bon, bah, on l'a vu, une sorte de Solvay Coagula. Le livre vert, c'est également l'assomption de la matière, tandis que le livre rouge sera plutôt l'ascension de l'esprit. Donc l'assomption de la matière, c'est, mettons, le règne minéral qui finit par créer le règne végétal, qui finit par créer le règne animal. Ça sort de la terre, ça sort des enfers. Le taylorisme. C'est taylorisme, tout à fait. Et le haut, c'est plutôt l'ascension, attendez, c'est plutôt l'ascension, pardon. L'ascension, c'est-à-dire la montée du Christ en gloire. Donc on peut y voir de la symbolique christique, de la symbolique maçonnique, de la symbolique grecque, de la symbolique égyptienne, tant il est vrai que tout le monde a toujours tenté de dire la même chose avec des mots différents et dans des contextes et des époques différentes. Donc voilà, rouge et vert. Et si vous l'étudiez un petit peu, bah, vous allez y découvrir d'autres choses. Donc, comme c'est une sorte de talisman qui résume les lois de l'univers, on peut aussi, comme on le disait hier, le travailler sous un aspect de dessin protecteur, un petit peu comme en radionique. Dans son aspect noir et blanc, si vous restez 1 heure à le regarder, vous vous apercevez que c'est quand même, il va être légèrement hypnotique aussi avec l'histoire des rayons. Donc un logo provoque un certain nombre de choses. Orange, rouge et vert. Alors le logo, c'est également un miroir. Un miroir qui va renvoyer, donc ça va avoir un double rôle de miroir. Miroir vis-à-vis d'une trame métaphysique, hein, comme on l'avait dit, on avait fait le petit schéma hier, en calquant mon logo sur une symbolique ou sur une trame d'un arcane, je le mets en résonance avec cet arcane. Donc cet arcane va nourrir mon logo, ou mon blason, ou mon pentacle. Et ensuite ce pentacle qui va se saturer de cette force va rayonner plus puissamment que si j'avais simplement écrit rouge et vert. Hein, il y a certains types de logos où vous écrivez le nom de la société, rouge et vert, avec certaines lettres particulières, et ça vous fait un logo. Bon, ça c'est un logo de tout premier degré. Alors c'est vrai également que le titre même de la société rouge et vert, ou vert et rouge, a été pensé sur une trame un peu plus symbolique. Donc miroir par rapport à une trame métaphysique, et miroir donc par rapport aux phénomènes négatifs, aux ondes négatives, aux fameux envoûtements, ou mauvaises énergies, qui vont être renvoyées à l'expéditeur. Parce que plus... Bon, imaginons que vous avez votre médaillon, qui représente le 36 et les lois de l'univers. Quelqu'un qui, quand vous portez votre médaillon, va vouloir vous attaquer. Il va vous attaquer dans votre intégralité, avec la médaille ou avec le logo. Bon. Donc il va attaquer le logo. Il va attaquer la médaille. Si on attaque la médaille, on attaque le 36. Alors, le 36, c'est les lois créatrices. C'est les anges créateurs, c'est les arches de notre monde. Difficile à envoûter quand même. Donc il y a une loi de miroir qui va rejaillir et qui va rejeter automatiquement la force négative. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un logo basé sur des trames philosophiques et métaphysiques, parce qu'on attaque l'arcane sur lequel est basé le logo quand on veut couler la société. Et là, c'est l'arcane qui se défend, pas que le logo. Mais on va voir comment amplifier les choses et nourrir le logo. Alors, je vous disais aussi tout à l'heure qu'il y a un logo qui a eu un fils. Alors, comment un logo peut-il faire des enfants? C'est un mystère que nous allons aborder maintenant.
Donc, le logo dont nous vous parlions tout à l'heure, qui a eu suffisamment qui a récupéré suffisamment de puissance, et c'est que si j'avais un fils qui s'occupe de la société, de la deuxième société que je suis en train de créer, ce serait bien. Alors, voilà le fils, je vais peut-être pas pouvoir le mettre sur le même... Ah bah si, on va pouvoir le mettre. Le papa. Essayez de faire ça. Voilà. Le papa et son fils. Il y a une logique là. Oui. Ça grandit de l'intérieur, donc le bleu qui est là, on le voit, disons, plus épanoui, plus voilà, il y a une logique même. Bon, alors on a toujours les mêmes couleurs, le bleu, le vert, le rouge, qui sont disposés différemment. Donc c'est un logo qui n'est pas le même, mais qui représente la même chose. En plus, on a les lettres de la société. Pourquoi ce logo a-t-il fait un fils? On va dire pourquoi pas. Qu'est-ce qui le limiterait à ne pas faire de fils? Bon, déjà par l'expérience, je ne vais pas dire que pour le jeu, parce que bon, si sur le plan de celui qui va construire le logo, c'est un jeu, c'est un défi supplémentaire, pour le chef d'entreprise, c'est de manière à ce que son autre société soit également protégée, mais avec une filiation. Parce que le problème d'un logo, on va le voir, c'est qu'il va falloir quand même le mettre en place, le charger, le dynamiser, lui donner la tétée nourricière pendant quelques semaines, pendant quelques mois, avant qu'il puisse donner des résultats. Si on crée un deuxième logo, mettons pour protéger une société qui est dans un autre pays, et là on répond à l'autre question qu'il y a eu tout à l'heure, il va falloir lui redonner la tétée et recommencer tout à zéro. Or, si ce deuxième logo est le miroir du premier, en nourrissant le premier, je charge le deuxième. Donc s'il est directement issu du deuxième, il hérite d'une charge. Parce que ce que je ne voulais pas non plus, c'était que notre ami multiplie les rituels. Parce que déjà, on verra un petit peu après, mais toutes les semaines, il a un rituel spécifique pour charger son logo et lui demander des choses dont il a besoin. S'il fallait que 2 fois par semaine, en plus d'aller voir les clients, en plus de faire la comptabilité, de faire la gestion, de courir partout, de vérifier le travail de ses employés, il fallait qu'il se tape le travail rituel, multiplier les actions, bon, on arrivait à un encombrement au niveau du temps. Donc, il fait le rituel sur celui-là. S'il y a besoin, nous chargeons le premier, le père, et le fils hérite de cette charge, par miroir, par contamination. Un logo qui charge un logo. Comment? Un logo qui charge un logo. Un logo qui charge un logo, ouais. Et peut-être, enfin il est prévu peut-être cette année qu'il fasse d'autres petits. Alors, vous vous rendez compte, si quelqu'un, je dirais, de l'extérieur, quelqu'un complètement profane écoutait ce qu'on était en train de dire, il se dirait, mais ils sont fous. Alors, on va se dire, ce chef d'entreprise, que ce soit vrai, à la limite, tout ce que nous sommes en train de parler, que ce soit vrai ou pas, que l'explication que nous donnons soit la bonne ou pas, il s'en moque éperdument puisque ça fonctionne. C'est ça qui est important de voir aussi. Parce que nous, derrière ces logos, on va tenter d'y mettre une explication mentale et structurée, en disant voilà la symbolique, voilà, etc. Mais nous ne sommes que des êtres humains. Donc nous sommes faillibles. C'est peut-être pas exactement l'explication qui convient. Mais ce chef d'entreprise, pour lui, peu importe. Il a payé son logo fonctionne, il était au bord du dépôt de bilan, maintenant son entreprise a des résultats intéressants. Il y a 3 ans, il pleurait pour obtenir 20 000 francs. Aujourd'hui, il pleure pour obtenir 2 millions de francs. Alors, peut-être que toutes les conditions étaient réunies dans le cadre de cette entreprise pour que ça fonctionne comme ça. Ça ne lui a pas évité de lutter, d'avoir tous les ennuis possibles et imaginables. Il a eu toutes les trahisons. Il a été trahi par ses employés, il a été trahi par ses meilleurs amis,
Il a été trahi par son copain qui s'est mis à vouloir faire de la magie sur son propre logo parce qu'on a essayé de lui faire du détournement de logo. Donc il a fallu recaler le logo parce que le logo, en fait, il prenait l'énergie à un moment sur l'entreprise pour la donner à un autre. Parce que l'autre était plus fort, avait compris quelques trames. Donc on a été obligé de réintervenir pour dire au logo, attends, tu t'occupes de telle entreprise et pas de l'autre. Parce que ça finit par devenir une espèce de créature élémentale, je dirais, par une espèce de force d'égrégore. C'est quoi un logo? C'est le point focal de l'égrégore, donc de toutes les énergies de l'entreprise réunies. Oui. Donc un logo, ça fonctionne un petit peu comme un golem. C'est comme un golem, oui, tout à fait. Les règles du golem sont les mêmes, sauf que le logo n'est pas figuratif, n'a pas de statue dans lequel on va mettre des huiles. Donc ma question, un logo, mais dis-tu un logo, notre logo? Un logo lutte contre, bien sûr, c'est des luttes d'entreprise. Il peut démonter notre logo. Il peut démonter un autre logo, oui. Et c'est celui qui est monté sur la plus grosse trame métaphysique qui gagne. Alors, mais il faut qu'il y ait deux entreprises concurrentielles qui aient toutes les deux leurs magiciens ou leurs sorciers férus en symbolique et qui fabriquent des logos. Bon. En général, il y a tellement de gens qui fonctionnent avec des logos liquides qu'il n'y a aucun risque. Mais ce monsieur m'a posé la question, il m'a dit, mais si mon concurrent il t'appelle et qu'il te demande un logo, je lui dis, t'inquiète pas, toi tu as de l'avance. Mais on ne va pas s'amuser à faire deux logos pour deux entreprises concurrentes qui se tapent l'une sur l'autre. Bon, si lui il a son logo, les autres, alors il a son concurrent qui sait faire logo parce que son ancien ami, son ancienne éminence grise, son ancien, qui s'est complètement retourné contre lui, il sait faire un logo aussi. La seule différence, c'est qu'il se l'est bricolé tout seul. Et que ce logo est beaucoup moins puissant que celui-là. Donc, ça pose aucun problème. Alors, quelques autres exemples de logo. Alors, celui d'en haut, ne me demandez pas à quoi il sert. Je ne sais pas encore. Mais c'est une entreprise c'est style une association de défense de la nature, quelque chose comme ça. On dirait des fleurs, voilà, une espèce comme des chakras mandala. Alors ça, c'est un logo basé sur la rosace du 36. Avec les 4 éthers, et puis des deux entrelacs. Ça, c'est un logo qui est amusant, qui a été étudié pour une entreprise qui forme des agents de sécurité en Suisse. Donc, ils forment des gardes du corps. Alors, on a un livre. On peut aussi voir les deux canons d'un fusil. On a un rond, qui peut être aussi le viseur. On a le carré. Très souvent dans les logos, on retrouve le carré parce que c'est le carré de la matière, parce que le but, c'est d'asseoir l'entreprise dans la matière. Et on a le nom de l'entreprise qui est autour. Et si on relie les lettres, donc rouges, de l'entreprise selon l'ordre du nom de l'entreprise, on trace le pentagramme. Alors ça a été pour le même chef d'entreprise, mais pour sa société de garde du corps. Donc il forme les gardes du corps et après il les fait travailler. Donc deux activités différentes. Alors là, vous avez une forme de protection. C'est un logo de protection qui peut même être utilisé en tant que blason de protection sur le garde du corps lui-même. Alors il y en a qui a vu la couronne du Christ. Un autre qui va voir le Pentagone des États-Unis. Bon, en ce moment, il est un peu fatigué. Les points qui défendent. Les points, voilà, c'est les pics, c'est les épines de la rose. Donc, chaque logo, en fait, a une personnalité totalement différente. Alors, hélas, beaucoup de logos se retrouvent dans des tiroirs. Ils ne sont ni sur le papier en tête, ni sur les voitures, ni sur rien, et donc ils ne fonctionnent pas. Alors, nous venons de voir
nos logos. On va finir vers 12h30. Nous venons de voir les blasons, les logos, et maintenant on va attaquer quand même notre médaillon, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, ce médaillon, si nous regardons, on va le voir un petit peu après, on va voir comment on le construit après. Dans la symbolique, on a le père qui va être plutôt représenté par, nous l'avons vu samedi matin, par un cercle. Donc le père, il sera plutôt représenté par un cercle ou par des cercles, par des sphères. Le Fils sera plutôt représenté dans le Père par un triangle ou un cône dans sa sphère. Quant au Saint-Esprit, il pourra, lui, avoir une symbolique plus octogonale. Qui se reflète dans lui-même, c'est-à-dire la matière, loi de miroir toujours, la matière qui se mire dans elle-même. D'où certaines chapelles octogonales qu'on trouve sur notre territoire français et qui nous viennent de nos amis musulmans. Alors c'est ça qui est très amusant. On se bat entre chrétiens et musulmans, alors qu'en fait, on se pique les idées les uns les autres, et ce qu'il y a de bien chez l'autre, on le récupère chez nous. Donc, l'octogone, on a fait un stage il y a peut-être un an et demi là-dessus, hein, avec un certain nombre de lois qu'on retrouve dedans. Donc, globalement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, le cercle, c'est le Père, le triangle, ce sera le Fils, et le carré, ce sera le Saint-Esprit. Donc on aura un jeu entre le 3, et le 4. Le 3, c'est l'esprit, le 4, c'est la matière. Tout notre cheminement terrestre consiste à faire descendre le 3 dans le 4. Donc, à faire descendre l'esprit dans notre matière, à comprendre les choses pour les amener ici. Donc, à avoir dans notre 4 un 3. De manière à construire par loi de miroir, encore ici, notre fameux corps de gloire. Donc, symbolique du 3, du 4, qui sont d'abord séparés. Il faut qu'arriver à faire descendre le 3 dans le 4. Donc l'esprit dans la matière. Et tous nos efforts sont faits pour réaliser cette alchimie. Et une fois que le 3 est descendu dans le 4, oui, on peut se nommer alchimiste et faire la pierre philosophale. Mais tant que le 3 n'est pas descendu dans le 4, tant que l'esprit n'est pas descendu dans notre matière humaine, elle peut toujours chercher, il ne se passera absolument rien. Alors, quelqu'un qui a réussi ce grand art de faire descendre l'esprit dans sa matière peut être alchimiste ou pas, il peut être mage ou pas, il peut être discret, philosophe inconnu ou connu. Peu importe, il est sauvé, il est rédempté. Alors nous, nous allons non pas travailler sur l'octogone, non pas travailler sur le triangle, mais nous allons travailler, pour notre rosace, sur le Père, donc sur la sphère. On va essayer de voir comment se construit cette rosace. Alors, donc nous avons la représentation des 36 arches constitutives de l'armature spirituelle
de chaque monde. Parce que ce qui se passe sur Terre, ça s'est passé aussi sur la Lune, ça se passe dans le Soleil, ça se passe sur chaque planète. Donc Dieu crée une myriade de planètes à des degrés différents d'évolution à un instant donné, mais il crée une infinité de planètes qui sont, je dirais, encordées les unes aux autres, hein, qui tournent les unes par rapport aux autres. Donc nous obtenons avec ce médaillon une résonance à l'œuvre planétaire de la Vierge Immaculée et de l'archétypiel, ou Fils. Donc, ça, dessiné ainsi ou autrement, c'est en résonance avec les anges, avec les puissances de notre planète. Donc, il y a automatiquement une force positive rayonnante. C'est-à-dire que ce médaillon, si vous le portez tel quel, tel que je viens de l'avoir, je le mets autour de mon cou, je le porte. Il va rayonner, il va agir, même si je ne l'ai pas chargé, même si je ne l'ai pas encore utilisé. Il va commencer son travail. Il est vrai qu'après, si je pratique un certain nombre de rituels, si je fais des choses sur lui, comme on verra tout à l'heure, je vais amplifier cette charge. Mais déjà, par définition, par naissance, il est rayonnant. C'est pour ça que vous pouvez très bien, si vous en avez, par exemple, acheté un ou deux pour vos enfants, pour votre famille, pour votre femme, pour votre mari, il peut le porter en tant que médaille, en tant que bijou, sans action ésotérique derrière. Il y aura une efficacité. Donc, le matériel utilisé, eh bien, c'est une plaque métallique, parce que le métal se charge aisément. Gravure manuelle des 36 nombres, comme on l'a vu. 36 nombres, ça fait 60 signes. On revient sur le 60, sur le 6. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que sur ma médaille, j'ai la connaissance de ces 36 arches, plus la main humaine qui l'a gravé. C'est pour ça que ce type de bijoux, on ne peut pas en faire emboutir 10 000 à Taïwan ou à Singapour. Il faut le graver. Le mieux, ce sera encore de m'acheter moi tout le matériel et de me graver ma médaille à la main quand les planètes sont en bon aspect, etc. Mais là, ça nécessite beaucoup de matériel, ça nécessite du temps, ça nécessite... Donc, à défaut, on le fait graver par un copain et on l'utilise. Alors, le bain d'or, comme je vous l'ai dit, c'est un fixateur d'énergie. Donc, ça va aider, quand je vais charger cette médaille, à mieux fixer ces énergies. Alors, on va essayer de tracer, de construire cette figure. Comme vous le voyez sur le rétroprojecteur, vous avez déjà 4 petits cercles intérieurs. Alors ça sera assez facile à dessiner. Alors déjà, il faut que je trace mes axes. Donc je trace 2 axes perpendiculaires en forme de croix de Saint-André. Avec mon compas, je trace un premier cercle, qui sera un cercle qui sera la trame que j'effacerai après. Donc, premier cercle, qui a pour diamètre, par exemple, X centimètres. Je garde exactement le même diamètre. Je prends pour centre des 4 autres cercles le croisement entre mon premier cercle et les diagonales que j'ai fait tout à l'heure. Et je trace. Je vais le faire à main levée, donc j'essaie de le faire à peu près. 2, 3, 4. Et donc je vais avoir le cœur, en fait, le color bien rouge, il est... Alors là, vous avez les 12 nombres, les 12 premiers nombres, les 12 nombres du cœur de cette rosace.
Et on nous parle dans la Bible des 12 portes de la Jérusalem céleste. Donc, vous les avez là. Après, je vais continuer à prendre mon compas. Bon, de toute façon, vous allez, je dirais, assez facilement, je pense, retrouver le schéma de construction. Après, je prends mon compas et je vais... Oui, Si vous le faites plus, ça. non. Non, parce qu'il ne faut pas vous chercher un peu. On peut le faire dans n'importe quelle dimension. Dans n'importe quelle dimension, dès l'instant où les proportions sont gardées. De toute façon, ils sont obligés d'être gardés. Ah oui. Oui, dès l'instant où on se fait géométriquement, c'est toujours les mêmes proportions. Alors après, nous nous apercevons qu'on a 4 autres grands cercles. Alors ces 4 autres grands cercles ont donc pour... donc, alors on les prend. On regarde voilà, le centre. En fait, ce sera ici, le centre du grand cercle. Donc ce sera les 4 cercles que nous avons tracés, ce sera la rencontre encore avec les diagonales. Pas au côté du centre du schéma, mais côté extérieur. Donc ça, vous avez le... C'est le diamètre. Qu'on se trompe Alors, pas. comme au rayon. Là, c'est le diamètre. Vous avez le diamètre. C'est le rayon, ça. Tout à fait. Oui, le rayon, tout à fait. Alors, attendez. Le point Non, voilà, c'est doublé. 22, C'est doublé. On a ça, hop, on double et on fait notre tracé. Voilà. On double le rayon en fait. Voilà, c'est le rayon. On double le rayon et on part du point central, de ce point central là. Ça passe par Le rayon étant doublé, voilà. Et après, hop, et ça passe pas par le centre de la figure du nouveau cercle. J'ai pas le compas là sur le schéma, je vais vous le faire. Ça me fait un truc comme ça. Oui, mais là, ça peut pas être. Il passe au-dessus du petit cercle. Parce que oui, au-dessus des petits cercles. Juste au-dessus. Puis vous cherchez, c'est pas très compliqué. Hein. C'est dans le bouquet, ça? Non. Non. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nous dit la tradition. Donc il faut chercher un peu. Parce que ce qui compte dans cette histoire-là, c'est ce que vous allez découvrir. C'est pas ce que moi je vous explique. Donc ce que vous allez découvrir, c'est ça qui est important. Donc allez-y. Retracer la rosace. Bon, vous avez toujours le droit de me téléphoner, de m'envoyer un papier et puis de me dire voilà, franchement, je n'y arrive pas, au secours. On a un exemple là. Non. Non. On peut, oui, ça on peut. Oui. Mais on n'a pas d'exemple parce que à la limite, Avoir une photocopie. Oui, on peut avoir une photocopie. Travailler un petit peu, quoi. Sinon, on va la repiocher là-dessus. Oui, vous pouvez la repiocher sur les médaillons, hein, bien sûr. Je la vois, le dessin, là, comme ça. Non. Le dessin, comme ça. Ben non. Mais là, c'est pas tellement. Mais là, ça ressemble à des cercles, effectivement. Parce qu'ils sont complets, parce que là, on a les cercles de construction. D'ailleurs, pas sur la médaille. Sur le médaillon, les cercles de construction ont été occultés, effacés. Mais dans le sens contraire, les aiguilles donc ça c'est dans le sens des aiguilles du monde. Ça n'a pas d'importance. Dans le tracé géométrique, ça n'a pas d'importance. Alors maintenant, vous voyez, on va compliquer un petit peu. On voit ce schéma. On a dit hier, et puis après on va aller quand même manger, on a dit hier qu'il fallait voir les pentacles qui étaient à plat, les voir en volume. Ouf. Alors, ça signifie qu'en fait, nous avons non pas des cercles, mais des sphères imbriquées les unes sur les autres. Et si je veux vraiment comprendre ce qu'est cette rosace, donc la rose et la croix, hein, pour rappeler certaines choses aussi, eh bien, je vais devoir la visualiser en volume. Alors, vous la voyez là, dessinée à plat.
on va vous donner une esquisse de ce que ça peut donner en volume. Alors on est en train de travailler pour affiner un petit peu le dessin. Mais ça donne déjà une forme d'idée. Une matière. Comment? C'est un bon logiciel, peut-être ça. Ah ça, bon, faut mettre au point parce que c'est pas... Il est asymétrique là. Si. Comment? Il est asymétrique. Oui, non, mais il y a des choses à... Bon, faut retravailler, hein, parce qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Si certains d'entre vous ont des logiciels 3D performants, vous venez tout à l'heure. Et surtout, je ne sais pas si vous possédez des logiciels 3D, c'est surtout si vous savez vous en servir. Voilà. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça en volume. Et là, on peut se promener. Et là, on s'aperçoit qu'on a un vortex au centre. On ne voyait pas sur la médaille classique. Là, il y a un trou. Il y a un vortex. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Comment? Où? Quels sont les effets que ça peut donner? On ne sait pas. Alors, on reprend notre schéma, ce schéma-là. Et on va maintenant essayer de regarder en volume l'intérieur. Donc le jaune, l'orangé et le rouge. Donc on va faire une visualisation en volume, jaune, orangé, rouge. Donc de l'air, du feu et de l'éther. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors il y a des vues, parce que le problème du volume, c'est qu'on peut regarder sous un angle ou sous un autre. Là, on a essayé de regarder sous un angle qui pouvait nous donner une espèce d'idée. Et on se trouve avec des formes très bizarres. On dirait voir des fœtus, des choses comme ça. Ouais, une espèce de fœtus, on voit qu'il y a une espèce de trou ici, ou quelque chose qui s'enfonce, quelque chose qui ressort. C'est particulier. Alors là, bon, c'est un travail qui est en état d'ébauche. J'espère que pour le prochain stage, grâce à certains qui manipulent bien l'informatique, on aura pu aller un petit peu plus loin dans la qualité graphique. Mais c'est ça, cette fameuse rosace, on l'a en plan, il faut la mettre en volume pour qu'elle devienne, pour que notre mental puisse se promener dedans. Question? Enfin non, une constatation. Constatation? On a l'impression que les 4 couleurs claires, enfin peut-être dorées, je ne sais pas comment elles sont, servent de parabole, de paravent qui cachent les 4 ronds à l'intérieur. Oui. Oui, puisque... Enfin, sans compter les détails en plus, je crois, etc. Oui, tout à fait, il y a une espèce, il y a le cœur en fait. Le cœur est caché, et le cœur c'est un trou, c'est un vortex. Alors maintenant, que signifie ce vortex sur le plan matérialiste? C'est un vortex spirituel. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit de la planète où il y a vraiment un passage, une porte? Mais de toute façon, si c'est au centre de la Terre, on peut toujours courir pour y aller. Hein. Donc il n'y a pas de risque. Oui. Est-ce qu'on peut faire des méditations sur ce médaillon? C'est le but. Mais le but, ce serait d'arriver à faire nos méditations en volume. Et là, on le contacte par le mental, mais plus puissamment que si on fait simplement une méditation sur le schéma en 2 dimensions. Il faut s'y promener dans le... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce fameux 36 dont nous parlons, comme vous le voyez, il y a des attendus énormes qui se trouvent derrière. Attendus énormes, je ne pense pas tant sur le plan de l'espace et du temps ou de la manipulation scientifique de la chose, mais de la découverte spirituelle ou des prises de conscience que ça peut nous donner. Parce que ce qu'on veut obtenir, en fait, nous tous ici, c'est comprendre comment fonctionne notre planète, comprendre comment nous fonctionnons et évoluer spirituellement, être le meilleur ou la meilleure possible. Les applications militaires qui peuvent en découler ne nous intéressent pas. Bon, et je pense même qu'il n'y a aucune application militaire qui peut découler ce genre de choses. Ouais, vu que c'est créateur. Vu que c'est créateur, vu que c'est la vie, que l'aspect militaire c'est plutôt pour détruire la vie, je ne vois pas comment on pourrait jouer avec ce truc-là.
Ça risquerait de faire, comme l'ami dont je vous parlais hier, qui avait voulu faire de la magie noire avec le 36, il a pété à la figure. Des recherches militaires sur ce genre de choses, ça risque tout simplement de provoquer des désagréments chez les chercheurs. Parce que c'est pas la bonne correspondance. C'est pas naturel. C'est comme l'arche de Moïse. Ça brûle celui qui n'est pas prêt à y toucher. Est-ce que ça a un rapport avec l'orthodoxie de ce qu'on porte? Ça va avoir un rapport avec tout à la base, puisque en orthodoxe, chez les orthodoxes, on fait 36 signes de croix au baptême, par exemple. Plus ou moins, c'est les trames qui sont à l'origine, sans doute, des religions. C'est l'impression que j'ai. Voilà, mais après, on va chacun avoir notre sensibilité. Toi, quelqu'un une autre, mais c'est juste pour toi, cette impression. Maintenant, si on faisait des recherches, je pense que certainement on trouverait des trames orthodoxes là-dessous, mais on trouverait aussi des trames peut-être musulmanes, on trouverait des trames bouddhistes, on trouverait des trames judaïques. Logiquement, tout se rejoint, plus ou moins déformé. Une religion, c'est plus ou moins une déformation de la vérité, parce que la vérité doit être voilée au grand public. Alors voilà donc notre forme. Alors on va peut-être aller manger maintenant, et puis on se retrouve comme on l'a vu hier à 14h. Donc les différents éléments que nous pouvons utiliser pour réaliser un pentacle, un talisman. Alors en fait le choix du matériau sera déterminé sur deux critères. Un, le choix du matériau est de préférence en relation avec le but du pentacle ou du talisman. Et puis le choix du matériau va être également en fonction de sa résistance par rapport au temps. Comme on a vu, une plaquette en cire d'abeille, c'est bien, ce serait un matériau très intéressant, mais qui va avoir une durée de vie très courte. Alors, nous allons regarder sur le côté, sur les animaux. Donc dans le règne animal, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le parchemin animal, on en a déjà parlé. Vous pouvez faire un pentacle ou un talisman sur une peau tannée. Alors là, ce sera peut-être plus un petit peu de la famille du talisman, ou du chamanisme, ou du totémisme. Donc une peau tannée, pourquoi pas tracer une médaille comme ceci sur un os animal, sur une dent, sur une griffe. Alors vous prenez une dent de crocodile si vous avez une affinité avec le crocodile, vous prenez une griffe de lion si vous avez une affinité avec le lion, sur de la corne, on trouve des morceaux de corne, on fait des petites cuillères en corne, on fait des petites coupelles en corne, donc on peut utiliser de la corne, pourquoi pas sur un sabot. Et la cire d'abeille, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est des éléments animaux. Alors on pourrait presque rajouter l'ivoire, mais l'ivoire est interdit à l'importation. Donc, à moins de retrouver dans le grenier du grand-père un bloc d'ivoire ou une tablette d'ivoire, mais on peut graver sur de l'ivoire. Côté végétal, on va avoir le parchemin, bien entendu, parchemin végétal aussi, l'écorce, la plaque de bois, etc. Et au niveau minéral, nous aurons la pierre fine ou la pierre semi-précieuse. Donc, végétal, on a parchemin, écorce, plaque de bois. En minéral, on aura la pierre fine ou la pierre semi-précieuse. On va faire graver un talisman sur un rubis, sur une pierre précieuse, si on en a les moyens, c'est bien. Une chose extraordinaire et sans doute particulièrement efficace, mais qui est hors de nos moyens du XXe siècle, ça aurait été ça aurait été par exemple de faire ce type de pentacle en couleur avec de la poudre de saphir pour le bleu, de la poudre ou des petits émeraudes pour le vert. Le jaune, c'est un peu plus difficile à trouver une pierre jaune, c'est plutôt dans les pierres semi-précieuses. Citrine.
Oui, citrine, choses comme ça. L'orangé, c'est un peu difficile aussi à trouver en pierre. Cornaline. Et du rubis pour le rouge. Donc si on était à l'époque de l'ancienne Égypte, on aurait pu faire un magnifique pavage en pierre précieuse. Et comme vous savez tous que les minéraux accumulent l'énergie plus facilement que d'autres substances, on aurait un pentacle qui serait particulièrement puissant et qui serait capable d'accumuler énormément d'énergie. Parce qu'un pentacle, qu'est-ce que c'est? Un pentacle, c'est un condensateur d'énergie. C'est une pile. Et plus la pile est qualitative, plus on va pouvoir mettre d'énergie dedans. Donc plus on va pouvoir, nous, porteurs, bénéficier de cette énergie accumulée. C'est pratiquement un vortex, en fait, fonction de ça fait un gros accumulateur. Par contre, attention, une fois ça m'est arrivé de vouloir réaliser un pentacle, selon des règles que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, mais de manière à accumuler beaucoup d'énergie dans mon pentacle. Donc j'ai fait fondre du métal à une heure précise, avec etc. Et c'est vrai que a sans doute été enfermé dans ce pentacle une forte puissance énergétique. Et quand je l'ai porté, je l'ai vite arrêté parce que c'était trop fort. Donc il y a aussi notre corps qui est capable ou non de supporter cette charge énergétique. Et malgré l'entraînement respiratoire, malgré un tas de choses, j'ai dû porter le pentacle quelques heures ou quelques jours, et puis j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que après j'étais mal, j'étais pas bien, c'était trop. Donc c'est la loi d'équilibre qui doit jouer sur notre accumulation énergétique. Trop c'est trop, et pas assez, ça ne donne pas d'effet. Alors maintenant, on va passer à un élément important, c'est vos maîtres nombres. Alors, je crois que j'ai quelques dates de naissance qui nous ont été données. Alors, de manière à déterminer... Oui, allez-y, donnez-moi vos dates de naissance. Là, on va y passer maintenant. Alors, sans forcément marquer votre nom sur le papier, on ne va pas parler du nom, on va parler, merci, juste de la date, de manière à rester discret. Bon, sans reprendre toute la théorie, même ceux qui l'ont déjà, vous pouvez même ceux qui ont fait déjà leur propre calcul, vous pouvez me redonner votre date de naissance pour refaire un calcul, hein, ça ne pose aucun problème. Alors si vous avez l'heure, c'est bien aussi. L'heure, non? Ouais. Je crois que ce soit l'heure de naissance ou l'heure sidérale. Ouais, là c'est l'heure légale. Ouais, on va marquer l'heure légale et puis on va voir à peu près. Alors, dans le stage, je vais vous donner en fait une ébauche. Sur les premiers nombres, on aura une quasi-certitude 100%. Sur les derniers, ce sera un petit peu plus aléatoire. Alors, bon, on reprend le 36. On va recaler le 36 sur l'année de 365 jours. Alors, sans reprendre tous les détails, eh bien, alors on s'aperçoit, il y a un petit truc à voir important. Quand on voit la circulation, on a 1, 2, 3, 4, 5 en entrée, 5 en sortie, 6, 7, 8, 9. Et on recommence 10, 11, 12, etc. Donc, on a l'éther qui se trouve doublé sur le plan de la circulation temporelle du 36. Ça veut dire que notre année de 365 jours, nous n'allons pas la diviser en 36, mais nous allons la diviser en 40. Et curieusement, comme nous le disions hier, nous avons la division du cercle en 360 degrés et en 400 grades. Pourquoi? Mystère. Et ça correspond parfaitement à notre manipulation ésotérique du 36. Donc, nous divisons nos 365 jours en 40, ce qui nous donne des archangélies ou des arches qui durent à peu près 9 jours. Ça, c'est le cycle, premier cycle, le cycle de 365 jours, le cycle solaire. On va faire la même chose sur le cycle lunaire de 28 jours.
Et nous allons avoir à ce moment-là nos 28 jours, enfin 28, 27 ou 29 selon les lunaisons, qui seront à nouveau divisés en 40. Donc ça va nous donner des angéliques qui vont durer dans les 15, 16, 17 heures ou 18 heures. Ça, c'est la révolution donc au niveau lunaire. On va faire la même chose, troisième cycle, sur le plan journalier, de 24 heures. Donc, on prend nos 24 heures et on va diviser nos 24 heures en 40. Mais il faut savoir que ce n'est là qu'une approximation, parce que si on divise 24 en 40, on va avoir bien entendu des arches qui vont durer 36 minutes, mais nous savons très bien que en hiver, le jour dure beaucoup plus longtemps, enfin pardon, l'inverse, qu'en hiver, la nuit est plus longue et le jour plus court. Et en été, réciproquement, nous allons avoir un jour, une lumière, je dirais, qui va durer beaucoup plus longtemps, et une nuit plus courte. Donc, on va devoir, dans nos calculs, réajuster par rapport, mettons, à l'heure du lever du soleil, à l'heure du coucher du soleil. Au niveau des saisons, dans l'année de 365 jours, c'est pareil, on ne peut pas diviser 365 par 40. Parce que là, on va tomber faux. On va se caler donc sur les solstices et les équinoxes, parce qu'on sait par exemple que l'hiver, dans certains cas, dure 91 jours, que le printemps dure 92 jours, que l'été dure 93 et que l'automne dure 91. Donc nous avons des différences de quelques jours, ce qui fait que la personne qui va se trouver à la frontière du 9 et du 10, si on fait un calcul grossier, on va le trouver dans le 9, et si on fait un calcul plus fin en intégrant les solstices et les équinoxes, on va peut-être la trouver dans le 10. Vous allez me dire, c'est toujours de la Terre. Oui, mais c'est quand même une petite différence entre le nombre 9 et le nombre 10. Or, on va, dans nos calculs, intégrer ces différenciations. Donc, les tables qui nous ont été données jusqu'à présent étaient des tables qui étaient plutôt des tables fixes. Donc là, on est en train d'intégrer dans un logiciel des tables mobiles. Les tables qui vous sont données dans mon livre sur le 36 sont les tables, en fait, solaires, des années 1900, je crois, 45 jusqu'à l'année 1980 ou 85 ou 90. Bon. Ce sont des tables qui intègrent la différenciation avec les équinoxes. Mais si vous êtes né en 1939, eh ben, vous n'intégrez pas les tables du livre. Et si vous êtes né depuis 1990, vous ne l'intégrez pas non plus. Bon. Comme on ne prend pas de mineurs dans les stages, pour l'instant on est tranquille, mais le temps passant, on va se trouver dépassé. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que, à l'heure de votre naissance, il y a 3 bonnes fées qui se sont penchées sur votre berceau et qui vous ont donné des dons différents. Alors, quand on parle des 3 bonnes fées, évidemment, qu'est-ce que vous allez me dire? Et Carabosse. On en parle dans les contes de fées. Donc là, on va vous présenter les 3 cycles du 36. Mais peut-être y en a-t-il un autre sur lequel je préfère ne rien dire. Il faut en parler alors, parce que là, C'est on veut se faire connaître. J'aimerais bien se faire connaître. Alors là, ça appartient au domaine plus réservé de la recherche de chacun. Donc si vous trouvez le 4e cycle, vous me téléphonez et vous me dites voilà, je pense que le 4e cycle, c'est ça. Et je vous dirai ce que j'en pense, ce que j'en ai découvert. C'est simple, quand on a travaillé depuis un certain temps sur ces choses-là, c'est plus difficile à trouver si on n'a pas fouillé. Mais il est simple, il est logique. Ce 4e cycle, il est logique, et pour vous donner un indice, et là j'ai peur de vous donner carrément un fait Carabosse, pour vous donner un indice, vous l'avez sur votre calendrier des PTT. Mais bon, après... Alors, où est Carabosse? Alors, on va prendre une date de naissance, au hasard. Le 23 février 1934. Alors, on va regarder sur notre petit logiciel. Alors, je sais pas qui c'est, et puis après tout, on va
On va rester discret sur le sujet. Alors, comment on fait déjà pour changer la date? Voilà. Alors, 1934. On va chercher donc la table de 1934. 32, 33, 34. Février. Le mois de février. Le 23. Alors, on va se mettre en... Alors, c'est vrai que bon, je vous donne une approximation. Après, on est en train de fignoler ce logiciel et éventuellement, il sera disponible pour tous les calculs qui peuvent vous intéresser. Alors, 0 heure. On va donc remonter. Hop, 0 heure. Alors, longitude Alger, c'est comme si c'est à peu près sur la même ligne que Paris ou c'est plutôt comme la Bretagne? Ah bah oui, oh bah alors là, on a tout ce qu'il faut. Hop, latitude 36. 36. Et longitude 36. Nord et 3 Est. Alors c'est vrai que, bon, je ne vous ai pas demandé de m'indiquer les latitudes et les longitudes, mais c'est encore mieux. 3. Est. Ok. Alors, le premier nombre, donc 23. 23 février. 22, 23. Nous serions sous le nombre 7. Donc, nombre solaire, 7. Nombre lunaire, 12. Nombre de l'air, 12. Et logiquement, alors, le 007, on aurait le nombre terrestre, 1. Donc c'est noté pour la personne concernée. Alors après, le but du jeu, ça va être de prendre dans son contact et de tracer le signe. Donc on a 3 points. Donc là on a les points que je vous ai donnés. Et on va tracer en partant du solaire, après le lunaire et après le point terre. Donc on va avoir un signe. Une signature. Une signature, comme dans les vieux grimoires de Kabbale. Alors là, je vous ai donné un exemple d'une signature à 4 nombres, parce que le dernier, faut le trouver. Donc on aura, mettons, le nombre solaire, dans notre exemple, c'est le 5, départ de la signature. Le nombre lunaire, le 27. On va donc jusqu'à la case du 27. Ensuite, le nombre terrestre de l'heure de naissance correspond au 2. On redescend. Et le nombre de notre fameuse fée Carabosse, bien mystérieuse, qui repart sur le 10. Et curieusement, quand on parle de fée Carabosse, on s'aperçoit qu'elle est très puissante, puisque le mauvais sort, le sort funeste qu'elle donne à l'enfant naissant, a beaucoup de difficultés à être contrecarré par les 3 bonnes fées. Cela ne veut surtout pas dire qu'il faut considérer que votre dernier nombre est un nombre négatif. Il faut surtout considérer que c'est un nombre proche de la matière, donc puissant, mais dans cette matière. Alors que le premier nombre, qui sera plutôt un nombre d'esprit, sera puissant dans l'esprit. À la limite, nous disposons d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Eh bien, l'esprit sera plutôt signé du nombre solaire. L'âme, blanche ou noire, sera signée des 2 autres nombres. Et le dernier va plutôt être une signature de notre corps. Donc, esprit,
âme blanche, âme noire et corps. Alors, 14, 9, 61 maintenant. 14. Alors, 61. Hop. On remonte les temps jusque dans l'année 61. Alors là, il y a déjà des éléments dans la table. 14, 9, 9, c'est le mois de... 9, c'est septembre. Hein. Septembre. J'ai pas la heure, donc on va dire que c'est 0 heure. 14, pardon. Le 14, il est ici. Ok. Fuseau horaire, on va mettre comme si c'était Paris. À peu près. Paris, c'est 48 degrés, je crois. Hein. En gros, grosso modo. 40. 48, 52, voilà. Ouais. Ok. Donc, pour le 14, 9, 61, nous avons comme nombre solaire comme nombre solaire le numéro 27 comme nombre lunaire. Alors, tout dépend de l'heure de naissance, là. Il y a quelqu'un qui peut me donner une indication? Je peux poser une question? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour, disons, un ensemble d'individus Oui. qui sont nés la même date, la même heure, le même jour, dans le même pays? Ils auront un petit peu... Au même endroit. Voilà. Ils auront, en fait, le même type de signature. Là, on est à la limite du pentacle que nous pouvons réaliser ensemble. Après, il y a d'autres choses qui sont des travaux personnels qui vous appartiennent. Donc là, on définit en fait sur un pentacle général une signature qui va signer tous les enfants qui sont nés à ce moment-là. Donc vous faites partie. Et comme les autres ne portent pas le même médaillon, bon, on a une différenciation. Après, selon vos parents, selon votre antériorité, selon vos capacités spirituelles, il y a plein de choses qui vont différer. Là, on est encore dans un domaine plus astrologique, donc plus général. Alors, l'heure de naissance, on la connaît peut-être pas. Donc, au niveau lunaire, 14-9, on va être sans doute dans le 5, donc dans l'éther. Ok? Par contre, je ne pourrais pas déterminer les nombres suivants puisque je n'ai pas l'heure de naissance. Or, c'est la journée divisée en 24. Alors, 17 avril, 72. Hop, alors, 72, je change l'année. Vous voyez pas, ça aurait été plus facile si vous étiez tous nés la même année. Avril, 17. Hop, 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 hop. Voilà, 17 avril, ok, on change, donc, 23h45, oui, on va d'accord, on va marquer l'heure, comme ça, on va être un petit peu plus... Hop. « 23h, voilà, hop. Alors, nous aurons comme nombre solaire, donc le 17 avril, avril c'est le 4e mois. Donc, nous aurons le nombre 13 en table solaire. 17 avril, nous aurons le nombre 6 en table lunaire. En jour, en journée 23h45, nous aurons normalement le nombre 36. Voilà. Alors ensuite, si vous avez une question ou une précision, surtout vous me dites. Alors 2 juillet 1949. Alors le jour, c'est 24 divisé par... Le jour, c'est... On calcule, on prend lever du soleil, coucher du soleil divisé par 20. Par 20.
puisqu'il y a 40 loges. Donc on prend du lever du soleil au coucher du soleil divisé par 20, et la nuit, de la même façon, divisé par 20, de manière à avoir nos 40 loges. Alors, 1949. En tant que content de l'année, Oui, en partant de l'année. est-ce qu'on tient compte de l'année, non? Ah bien sûr, oui, parce que les équinoxes et les solstices sont différents chaque année. C'est lequel l'année? C'est le premier? C'est toujours Le premier, c'est l'année, oui. Ce que je vous donne, c'est d'abord le chiffre de l'année, après le chiffre de la lune, après le chiffre du jour. Donc, le 2 juillet. 5h45. Hop. Alors, 2 juillet 1949, donc 2 juillet, nous sommes le nombre 20 en solaire, donc l'année c'est le nombre 20. Ensuite, lunaire, 2 juillet à 5 heures, nous aurons le nombre 8. Donc, comment? Ah bah c'est pas sur le fascicule ça, hein. Puisqu'on est en train de les calculer au fur et à mesure. Des exemples comme ça, Comment? des exemples comme ça, il n'y en a pas. Non, non, non. Donc, le 8, nombre lunaire, et normalement, 5h45, nous avons, 5h45, nous avons le 12, qui est juste en limite, 12 juste en entrée. Donc, nombre 12 au niveau du nombre du jour. Alors, 24, 12, 57. Donc là, on pourra calculer, puisqu'on n'a pas l'heure, que le début. Alors, 57, 57, 12, c'est le mois de décembre, 24, oui, non, 24, ok. Alors, 24-12 1957, nous aurons 24-12 57. Oui, nous aurons le nombre 1 en nombre annuel, donc nombre solaire. Et le 24-12, nous aurons 24-12, nous aurons, selon si on est né le matin, alors si la personne est née le matin, on aura le nombre 4, et si elle est née après 10h30, nous aurons le nombre 5 en chiffre lunaire. Alors là, on n'en calcule que 2. À la limite, si vous n'avez pas votre heure de naissance, vous avez déjà 2 nombres. Donc vous pouvez tracer un trait qui relie ces 2 nombres. Parce que bon, si on est né, je sais pas, dans les années 1910 en Afrique, déjà le jour il est pas sûr, alors l'heure, c'est pas la peine de demander. Et puis peut-être que maman est partie au Seigneur. Donc, Une petite on question. trace un trait. Oui, Le chiffre 4 et 5 en chiffre lunaire, celui qu'on vient de dire. pour le dernier exemple. Pour Pour le dernier exemple là. Oui, Le chiffre 4 le chiffre 4, voilà, c'est le chiffre lunaire. et 5, c'est quoi? Bah, c'est s'il est né après 10h30. Ah d'accord. C'est toujours le chiffre lunaire. Toujours le lunaire. Alors, 1968, donc le 5 juillet 68. On va dire que ça, c'est une... 1968, c'est une date difficile. « 67, 68. Alors, juillet. Et 05. 05, 23h45. « 23h45. » Ah ouais, alors réunion, là, bon, c'est comme si c'était... Comme si la personne était née en France, et puis bon, on fera les corrections après. Au niveau du chiffre solaire, ça ne va pas changer grand-chose. Le 7 juillet, on va être du nombre 20, donc en nombre annuel, le 20. 5 juillet, vous avez dit. 5 juillet 68, donc c'est le nombre 20 en nombre solaire. Ensuite, le nombre lunaire, on le 5,
on va avoir le chiffre 13 normalement. Le 13. Et puis après, bon, le solaire, il faudrait voir la latitude et la longitude Il y a 3 chiffres. Alors. de la Réunion. Il y a 3 chiffres. Il y a 3. Le solaire, le Là, lunaire, je vous donne 3 chiffres. solaire, lunaire et jour. Voilà. Le 4e, c'est à vous de le découvrir. À vous de découvrir la Et méthode. il s'appelle comment le quatrième? C'est Carabosse. C'est la 4e fée. C'est un chiffre qui est plus terrestre, qui signe plus la matière. Donc, vous faites un petit effort pour découvrir la méthode de calcul. Et si vous découvrez la méthode de calcul, je vous le calculerai. Si on donne le jour, le mois, l'année et l'heure, Oui. 4. Non, mais c'est pas. On a besoin de toutes ces informations-là pour calculer le nombre solaire, le nombre lunaire, etc. C'est pas parce qu'il y a le jour, l'heure, c'est pas ça qui fait 4. C'est dans les 4 systèmes. Donc l'année divisée en 40, la lune divisée en 40, les 24 heures divisées en 40. C'est ça qui va nous donner une signature à 3 parties, à 3 nombres. C'est quand même une réflexion théosophique qu'on a. C'est pris sur le jour ou le mois? Lequel? Par exemple, le 5 juillet. Oui. Le dernier, c'est pris sur le jour ou le mois? Ils sont tous pris sur le point de naissance. On prend, pour faire ce calcul, le jour, enfin l'année, le jour, le mois de naissance et l'heure de naissance pour tous les calculer. Hein? Voilà, C'est comme une astrologie classique, sauf qu'au lieu d'avoir 12 signes du zodiaque, on a 40 régences. La synthèse de tout ça, alors. C'est pas du calcul théosophique, c'est du calcul astronomique ou astrologique. La synthèse de tout ça, c'est qu'on va tracer un signe. Avec Son la date de signe. naissance, le jour de naissance, Son tout ça, signe. tout compris. Voilà, tout compris. C'est comme une astrologie où on va vous calculer votre ascendant, votre signe du zodiaque, etc. Donc, on intègre toute la date de naissance. Alors, 1959, on va peut-être pas tous les faire parce que je vois qu'on est en train de passer pas mal de temps. Mais par contre, je pourrais vous les calculer, vous me téléphonez, je vous les calcule à l'ordinateur directement. Alors, le 11 mars 1959. Alors, 1959. On était en 68, on va redescendre jusqu'en 59. Le mois de mars. Le 11. Alors, 11 mars, nombre solaire 8, nombre solaire 8, et nombre lunaire, le 11 mars, ben, ça va dépendre si on est né le matin, si on est né dans la journée, je dirais on va être sur le 3, ou le 4 si on est né en fin de soirée. Donc 3 ou 4 au niveau du nombre lunaire. Je ne peux pas calculer le solaire, enfin je ne peux pas calculer le nombre du jour puisque je n'ai pas l'heure. Ok? Alors si vous voulez, hein, parce que là on va je pensais qu'on aurait plus le temps de faire nos calculs, on va continuer, on reprendra éventuellement ces calculs, les calculs que je n'ai pas fait à la fin du stage ou en terminant, ou à ce moment-là, vous me passez un petit coup de téléphone, on reprend votre date de naissance. Alors, ce qui serait intéressant également pour avoir un calcul le plus fin possible, c'est donc d'avoir votre année de naissance, votre mois de naissance, votre jour de naissance, votre heure de naissance et également la latitude et la longitude du lieu où vous êtes né. Parce que si je suis né en Bretagne ou si je suis né à Strasbourg, j'ai quand même à peu près 40 minutes de décalage par rapport au lever et au coucher du soleil. Ce qu'on peut faire, Donc, c'est vous laisser tous les données et après un téléphone, vous les donnez. Quand vous me téléphonerez, je le recalculerai. Mais vous me laissez les données. Bon, comme ça me laisse le temps de jeter un petit œil dessus. Le problème, c'est si on a une inconnue sur sa date personnelle de naissance. Alors bon, vous avez un petit peu compris le mécanisme. On y reviendra tout à l'heure sur ces dates si on a le temps. Alors là, on va fermer ça. Et on recommencera tout à l'heure. Alors, ce qui est amusant de constater, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quand on a commencé à parler de fée Carabosse, bah,
notre rétroprojecteur s'est éteint. Évidemment, ça ne vient que d'un mauvais contact du fil, c'est sûr. Mais c'est quand même une simultanéité, une coïncidence de deux choses. Donc, en travaillant un petit peu sur ces techniques sur le 36, vous allez trouver le dernier segment. Quand nous avons parlé du 3 et du 4, nous sommes exactement dans cette symbolique-là. Si nous travaillons sur nos 3 nombres de naissance, nous sommes dans le 3, dans l'aspect plus spirituel. Si nous découvrons le 4e, on entre dans un ésotérisme plus matériel dans les résultats qui peuvent en être attendus. Donc là, on ferait descendre le 3 dans le 4. Alors, je ne vous le donne pas pour vous faire une cachotterie, mais parce que ce qui est important, c'est pas ce que je vais vous dire, c'est ce que vous allez trouver, et c'est l'effort que vous allez faire pour le trouver. Donc, l'ordre, on a dit, est le suivant: Soleil, Lune, Terre. Alors, on va s'apercevoir, par exemple, dans notre exemple, on a le 5, le 27, le 2, le 10, on va le mettre de côté. On va s'apercevoir si on a un équilibre ou un déséquilibre des éléments. Bon, là, on a un nombre 5, c'est l'éther, on a le 27, c'est une terre, on a le 2, c'est une eau, donc on a éther, terre et eau. Donc, on a un relatif équilibre dans notre signature. Par contre, vous pouvez avoir des gens qui soient signés de 3 ou 4 nombres de la terre. À ce moment-là, ça créera un déséquilibre. Vous pouvez avoir des gens, parce que de temps en temps, comme les aiguilles de ma montre, des fois j'ai les 2 aiguilles qui sont en coïncidence sur le même point. À midi, j'ai la petite aiguille et la grande aiguille qui passent dessus. Vous pouvez également trouver, dans certains calculs, 2 fois le nombre 5 ou 2 fois le nombre 36. À ce moment-là, vous avez une capacité renforcée sur ce nombre. Mais capacité renforcée sur ce nombre, ça veut dire aussi faiblesse d'autre part. Donc, il n'y a pas de bon nombre et de mauvais nombre. Il y a simplement des répartitions. C'est comme un jeu de cartes. Vous avez des cartes entre les mains, on ne peut pas les changer. Soit avec ces cartes, vous jouez bellement, soit vous jouez mal. Une petite question quand même. Oui. Les flèches que vous avez mis là, c'est toujours le même suivi? C'est toujours le même ordre. Ouais. Toujours le même ordre. Donc le solaire, 365 jours. Ensuite le 27 qui est le nombre lunaire. Le 2 qui sera le nombre du jour, de 24 heures. Et puis l'autre, le 10, qui représentera sur notre exemple, Carabosse. Et là, on finit dans l'incarnation. Ceux qu'on fait un petit peu, ou qui ont un petit peu travaillé sur la Kabbale, trouvent aussi une espèce de zigzag, l'espèce d'éclair qui descend de Keter jusqu'à Malchut. Là, on descend, on part de notre esprit, de notre nombre solaire, jusqu'à notre matière. Alors, on peut considérer ça comme un potentiel, donc à chaque fois. Une sorte de potentiel. C'est-à-dire qu'en traçant ce glyphe sur votre médaillon ou sur une représentation, parce que pas forcément, le médaillon c'est une facilité, on peut aussi tracer, peindre ce contact sur une toile, etc. Nous signifions ce médaillon avec ce signe vous appartient. Alors que pour l'instant, mon médaillon qui n'a pas de signature peut être échangé avec l'un d'entre vous. Donc, c'est comme les pentacles, c'est comme les techniques de Kabbale, où on trace sur le carré magique un glyphe, un signe. Sauf que les signes qui nous sont donnés dans les textes de Kabbale sont des signes qui sont donnés pour tout le monde. C'est la signature d'évocation de Michael, c'est la signature d'évocation de telle ou telle entité. Ça, c'est général. Ça, ce sera ma signature. Alors, on fait une toute petite pause, le temps de changer l'enregistrement.